Bonjour à tous et bienvenue à Loin de Sans Foot. Olivier Brett avec vous en compagnie de Sidney Fowo et Jean Gounel après une petite semaine de trêve pour faute de... Olivier est parti en vacances, a décidé de vous laisser en plan un peu les gars. On n'a pas eu d'émission la semaine prochaine, mais très heureux de vous retrouver. Comment ça va? Bien, et toi? Ça va sur le décalage. Très, très bien, mais je te dirais que ce matin, à 4h15, quand la petite a dit « Hey, la gang, la journée commence-tu? » J'ai été loin de réfléchir à ce dont on allait parler ce matin au podcast, mais il y a tellement de dossiers à aviser, tant pour notre segment à domicile, à commencer par les histoires de Nacho Piatti qui refont surface encore une fois, que du côté du temps additionnel, Jürgen Klopp, qui décide d'envoyer les jeunes. Mais même selon les standards de Jürgen Klopp, ces jeunes-là sont pas mal jeunes. Donc, on va en parler au cours de l'émission. On va également répondre à quelques-unes des questions qui nous ont été posées au cours des derniers jours. Mais d'abord, Sid, on peut pas passer une émission de Loin de Sans Foot après une trêve d'une semaine sans te poser la question qui brûle encore plus les lèvres de ton collègue animateur en ce moment. Là, Nacho, il joue cette année? Ouais, ça chauffe, ça chauffe. Et effectivement, ça se posait la question s'il va pouvoir jouer contre le Déport le 16 février prochain. Parce que là, la dernière nouvelle, c'est que ce serait à Banfield et, corrige-moi si je me trompe, mais mon feeling, c'est que la grosse donnée qui diffère des fois précédentes, c'est que là, on dit ce serait mercredi prochain, ce serait jeudi de cette semaine. En l'occurrence, aujourd'hui. Oui. Ce serait vendredi. Là, il y a comme une urgence que j'ai jamais sentie dans ce dossier-là. Non, exactement. Lorsqu'on parle qu'un accord serait trouvé, je pense que c'est le média argentin TIC, en tout cas c'est écrit TIC, qui a dévoilé la nouvelle. Et un autre club, lorsqu'on fouille un petit peu, apparemment c'est le 6e qui a été relié à Nacho Piatti. Ça fait beaucoup, donc oui, il y a sûrement une espèce de pattern au sujet des rumeurs pour l'Argentin. Mais au-delà de ça, je pense que une forme de fatigue un petit peu collective, en tout cas pour ma part, d'une situation qui pourrait être réglée très rapidement avec une ou deux déclarations des principaux intéressés. Et Nacho Piatti, je pense que... mais les déclarations, il faudrait que ce soit « je veux rester ». Oui. Mais c'est pas vrai. Oui, Tes déclarations sont simples si tu crois les paroles qui ont été dites à la fin de la saison dernière. Exactement, et je pense que c'est un peu trop naïf de la part, d'une part de la part de Nacho Piatti, son agent, et d'une part de la part de l'Impact de Montréal au niveau de son staff, de penser que la situation ne mérite pas une communication, parce qu'effectivement, Nacho est revenu, hein, il fait partie du camp de préparation, et effectivement, l'Impact a exercé son option comme il avait dit qu'il le ferait. Mais à mon sens, c'est insuffisant et je suis certain que ce sera adressé vendredi soir lors du lancement de saison et qu'il y aura parce qu'il le faut. Est-ce qu'il le faut? Ouais, mais ça j'ai hâte de voir parce que pour moi là, la présence d'Olivier Renard qui devrait parler. L'année passée, Kevin Gilmore était, si je me trompe pas, du lancement. Bon, il était là, il était arrivé déjà à ce moment-là. C'est une occasion en or de montrer qu'il y a vraiment de nouveaux pilotes à bord. Parce que le lancement de saison de l'Impact sur l'année passée, là, on s'en parlait juste avant d'entrer en onde, c'était un feu d'artifice. Tu avais un nouveau maillot, c'était un show marketing, pas de problème avec ça. Les 2 années précédentes, peut-être même 3, c'était rendu une farce, là. C'était des questions triées sur Twitter où on était quasiment pas loin, puis là, j'exagère un peu, mais de reformuler les questions pour être certain d'en écarter la partie à laquelle on ne voulait pas trop toucher pour être capable d'enligner le message. C'était tellement aseptisé. Là tu as un éléphant dans la pièce. Tu n'as pas une nouvelle qui est sortie. D'ici vendredi, au moment d'accueillir tes supporters, tes détenteurs de billets de saison, ceux qui font vivre ton club, bien là, tu as un problème. Il faut absolument que tu dises quelque chose. Ouais. Et c'est là où ça va être intéressant de voir s'il y a vraiment pilote à bord ou pas. C'est ça. Je crois qu'on arrive à un moment aussi où... si le mentionne, et c'est pas nouveau, tu l'as déjà dit à plusieurs reprises, qu'il y a quelque chose au niveau de la communication qui cloche, c'est qu'on s'est quitté officiellement avec le club d'une façon un peu bizarre.
à la fin de la saison dernière, au moment de faire le bilan, qu'on est un petit peu... Bon, c'est vrai que depuis, on sait ce qui se passe, on a vu les choses arriver, on a appris l'arrivée d'un entraîneur qui a quelques mouvements au niveau des joueurs, mais au niveau officiel, au niveau présentation du club, c'est le moment, et c'est le lien avec cette fameuse fin de saison dernière. Donc oui, c'est le moment, effectivement, où il faut prendre les choses en main, dire, bon, bah voilà... On mettre les choses sur la table, arriver. On est à 2 semaines du début de la saison pour de vrai. Voilà où on en est. Mais déjà, Piatti, peux-tu être là? Là, je vais vous avouer, au lancement. Mettons qu'il n'est pas parti officiellement encore, là, au moment du lancement. Tu peux pas l'amener. Imagine. Là. Mais non, mais il sera là à moins qu'on annonce d'ici à vendredi matin une signature en Argentine. Mais il sera physiquement présent au lancement. Ça, c'est certain que. Puis si t'es Nacho, tu veux te pointer là? Hey, imagine. Hey, moi, là, je te garantis, si j'étais en charge des caméras envoyées par la télé ou des appareils photo, embarque sa face de Piatti toute la soirée. Ne pas venir. Et finalement rester au club. Le message serait catastrophique. Vous avez raison, sauf que dans le fond, ce que je veux dire, c'est qu'il faut que ce soit réglé avant ça. Là. Exactement. Et puis aujourd'hui, vu la nature, parce que je pense que c'est très intéressant, on parle quand même d'un accord qui a été trouvé entre les deux clubs et tout. Si les rumeurs sont infondées, c'est aussi possible. Hein, très possible. C'est très possible. Le club, en un tweet, donc, comme dit, il n'y a aucun contact qui a été pris avec le club de Banfield. Point. C'est point. Les personnes qui sont aujourd'hui en train de prendre des arrangements pour aller au Costa Rica, qui sont en train de prendre des arrangements pour les 3 matchs de début de saison, genre comme ces personnes-là, achetez vos billets en ayant la certitude que Nacho Piatti sera présent pour défendre les couleurs de l'Impact de Montréal. Ça, c'est 2 choses. Par contre, non, mais de dire, parce que je suis tout à fait d'accord avec toi, de préciser qu'il n'y a pas eu de contact, chose que Kevin Gilmour a déjà fait dans le passé. Souviens-toi, au mois de juillet dernier, il a dit là, nous, on n'a jamais été contactés officiellement par des clubs en Argentine. Et moi, je lui avais parlé à la radio, puis il avait répété exactement la même chose. Dans le fond, ce qu'il voulait, avec un message exactement comme tu es en train de le dire, c'est d'envoyer le message à travers Twitter d'arrêter de niaiser et de sortir des rumeurs en Amérique du Sud qui font mal au club ici. Donc, en ce sens-là, de préciser que Nacho Piatti n'est pas un joueur pour qui l'Impact a reçu des contacts, parfait. Mais tu peux pas t'avancer sur le début de saison parce que Nacho veut s'en aller. Point barre. C'est là où tu peux pas te mettre dans cette position-là. C'est certain. Mais Nacho, il n'a pas 26 ans avec une énorme valeur sur le marché. Si l'Impact ne veut pas qu'il parte jusqu'au mois de juin, c'est eux qui ont le plus gros bout du bâton et peuvent simplement dire... Pas si lui décide de ne pas jouer. T'sais, à un moment donné, c'est parce que tu es otage d'un joueur désigné que tu payes environ 4 millions, 4 millions US, puis qui ne tente pas d'être là. Tu ne veux pas être otage de cette situation-là. Non, tu l'es dans la mesure où, effectivement, c'est une petite partie. C'est février-juin. Donc, effectivement, je te dirais, sur du long terme, la position d'un joueur est pas tenable. S'il ne veut pas jouer, c'est lui qui va perdre, au bout du compte. Là, sur 4 mois... Effectivement, il peut très bien traîner les pieds, mais honnêtement, ça n'a pas de sens. Zachary Broguillard et Orji Okonkwo sont de retour. D'abord, est-ce que ça va être tes 2 gars pour jouer sur le côté droit tout de suite en partant dans le 11 de départ? Est-ce que ce serait ton feeling? Intéressant que tu dises sur le côté droit pour Orji. Moi, je pense qu'Orji prend la place de l'attaquant numéro 1 en ce moment. Oui. À l'heure actuelle, à l'heure actuelle, je pense qu'il vient avec... Maxi Urruti sur le banc? Oui, Maxime Urruti sur le banc. Je pense qu'on peut installer Orji en attaquant central dans le dispositif de l'Impact de Montréal. Mais bon, pour Zachary, c'est certain qu'avec le départ de... Tu me donnes un flash. Là. Faut pas oublier que l'attaquant de pointe, là, pendant une longue partie du parcours épique en Ligue des Champions 2015... C'était Oduro. Exactement. Avec la vitesse, si tu veux être un petit peu plus conservateur, parce que là, on va y revenir au projet de Thierry Henry un peu plus tard dans l'émission, mais... tout ne sera pas ficelé. Tu vas avoir besoin d'un gars qui est capable de bondir sur des ballons que tu as garochés un peu n'importe où. Un gars comme Orji Okonkwo, tu as tout à fait raison. Pour commencer,
c'est peut-être en pointe que tu en as besoin. Personnellement, c'est là où je le vois, puis même un peu dans les communications qu'il a dit genre, sur son retour, son envie de faire un impact, de marquer beaucoup plus de buts, etc. etc. Non, c'est vraiment là où je le vois. Et pour Zachary, où je pense que c'est quand même assez intéressant de voir que l'Impact a mis un montant comme d'environ 850 000, paraît-il, pour assurer le retour d'un jeune Canadien très très prometteur, qui aura l'occasion de gagner en valeur. Là, on est complètement à l'opposé de Nacho Piatti. Il aura l'occasion, avec 2 très bonnes saisons de MLS, de gagner en valeur et pourra peut-être être vendu à très bon prix du côté de l'Europe. On a vu avec des cas comme de Oyongo, qui est un arrière latéral qui a, après une très très forte saison, a su aller du côté de Montpellier. Ouais. Donc, je pense qu'il y a quelque chose d'intéressant et on est effectivement dans une espèce de, encore le mot pattern, désolé, mais d'investissement sur des jeunes qui ont une valeur de revente. Zachary, on en a parlé pas mal déjà. On était tous d'accord que le temps passé avec Sagna était extrêmement bénéfique et que ça allait bonifier. Ça allait le bonifier pour l'avenir. Effectivement, on s'est posé la question avec le départ de Sagna et l'incertitude sur lui. Qu'est-ce qui va se passer? T'avais un trou. Qui viennent là, tu sais que il va être amené à être de façon régulière, de façon, pas dire permanente, mais non, mais en ce moment, assurément, il est là. En ce moment, c'est ton numéro 1. C'est ton numéro 1. Oui, bien sûr, parce qu'après, c'est Bahia qui est derrière. Donc, OK, c'est bon, allons-y. Ouais. Et de toute façon, ce qu'on a constaté, parce que ce que tu dis par rapport au mentorat de Bakary Sagna, qui a vraiment joué ce rôle-là d'ailleurs avec un gars comme Zachary Brault-Guillard, on en parlait avant l'arrivée de Brault-Guillard. Après, ce qu'on a constaté pendant la saison, c'est que l'écart n'était pas monstrueux entre les 2 joueurs. Et c'est là où tu te dis, payer pour aller chercher un gars comme Zachary Brault-Guillard, qui est un joueur considéré local. Bon, je comprends qu'il a grandi en France, mais c'est un Canadien, c'est un Québécois, c'est un gros plus. Et l'autre élément, un facteur qui n'en a pas été un en 2019, mais qui pourrait le devenir sur les saisons à venir, c'est que Zachary Brault-Guillard était le capitaine de l'équipe de Lyon en Youth Champions League. C'est un gars qui a une personnalité qui n'est pas ressortie encore dans les couleurs de l'Impact parce qu'il était là, théoriquement, de passage, parce qu'il était en prêt. Là, j'ai hâte de voir. Parce que faut pas oublier que c'est le gars, à son âge, qui a dit lors du bilan de fin de saison, Juninho, il ne retourne pas nos appels. Tu sais, ça prenait du cran pour y aller d'un commentaire comme ça. Imagine s'il réussit à s'installer sur 2-3 saisons. Là, tu aurais un genre de gars comme Samuel Piette au milieu de terrain, un Zachary Brault-Guillard, tu as un Boyan qui est là pour apporter un petit peu plus d'expérience. Fanny, cette année, qui est... Je trouve qu'il commence à avoir plus de personnalités dans cette équipe-là. Et c'est un gros facteur qui n'est pas à négliger du côté de Zachary Brault-Guillard. Oui, tout à fait. Puis c'est certain que en termes aussi de personnalité, de profil, on a le joueur besogneux. De l'autre côté, c'est pareil avec son nom m'échappe, l'international finlandais, Raitala. Yuka, c'est pareil, c'est un joueur besogneux qui peut-être comme correspond à ce que l'Impact a besoin et aussi qu'ils ont des capacités à se projeter quand même. C'est pas Marcelo quoi que ce soit, mais c'est des joueurs qui ont un flair offensif. Pas plus mal non plus. Non, exactement. Non, mais ils ont un flair offensif, mais ils ont surtout une espèce de une rigueur. Et je la retrouve aussi chez Rudy Camacho, je la retrouve évidemment chez Fanny, et puis j'aime ce profil de défense, puisque je crois que l'Impact aura besoin de ça. De ce qu'on peut voir avec les débuts de Thierry Henry, peut-être qu'il y aura une question sur le projet de jeu, je pense que Thierry Henry va jouer avec un peu moins de joueurs à caractère défensif, en tout cas au milieu de terrain, et tu auras besoin de 5 avec le gardien, de personnes qui se tiennent ensemble pour... Oui, on l'a déjà dit là aussi, tes latéraux. La chose la plus importante, excuse-moi, aujourd'hui chez un latéral, c'est savoir qu'on ne pas partir vers l'avant. C'est vrai. Parce que avant tout, tu es là pour couvrir un espace. Tu sais très bien que ça ne va pas continuellement coulisser derrière. L'important, c'est de te dire, OK, là, celui-ci, et c'est là qu'on va parler de l'importance du mentorat d'un Sagna. C'est que ce qui est important à apprendre, c'est, là, tu ne vas pas. Là, tu fais attention. Et je pense qu'il est en bonne voie et que défensivement, oui, on va trouver des gars qui vont être capables de faire le travail cette année. Depuis des années, on parle de l'arrivée de Chicharito en MLS. Oui. C'est le rêve de Don Garber. Finalement,
Est-ce que c'est la MLS ou le LA Galaxy qui se paye ça? Bref, ça, c'est une petite réflexion que vous pouvez avoir. Si vous avez une question, une réponse dans les prochaines minutes, lâchez-vous lousse. Mais on se paye ça pour le 25e anniversaire de la Ligue. Chicharito qui débarque au LA Galaxy, mais Chicharito qui, surtout, lève le téléphone au moment d'annoncer ça à son papa. Une séquence qui est filmée. C'est arrivé, il y a une dizaine de jours environ. Et là, Chicharito dit, « Papa, le rêve européen, ben, c'est terminé. Je m'en vais en Amérique. » Et c'est en quelque sorte le début de la retraite pour moi. Est-ce que, parce que Chicharito est un gentleman de tous les gentlemen, parce que, honnêtement, dans sa carrière, s'il y en a un qui s'est comporté professionnellement, c'est bien lui. Est-ce qu'on lui donne une passe ou ça reste des commentaires qui sont inacceptables pour un gars qui s'en vient en MLS? Pour une somme, ça va être quoi? Ça va être 8-9 millions, un truc comme ça? Oui, effectivement, mais en fait, c'est ça. Le problème de la MLS, c'est qu'ils ont deux types de joueurs désignés. Donc, finalement, c'est qu'une règle comptable, qu'on ne compte pas la masse salariale au-delà de 500 000 US, mais ils ont deux types de joueurs désignés. Ils ont les joueurs désignés étoiles, qui ont une énorme carrière européenne et qui décident de venir faire un projet plutôt marketing en MLS et qui ont ce discours-là et qui le tiendront toujours. Il y a quand même juste 31 ans. Chicharito. Oui, mais c'est un peu comme un Rooney, genre, ils ont 31 ans, mais... Avec du millage de 36. Exactement. Yeah. Et tu as la plupart des joueurs désignés qui commencent à remplir de plus en plus la MLS, qui sont des joueurs qui sont des bons profils argentins, uruguayens, et qui sont de l'âge d'entre 24 et 27 ans, et qui ont encore aussi, une fois, des potentiels de revente, qui sont à des années-lumière de ce type de discours, et mais malheureusement, qui n'ont pas l'écho que un Chicharito lorsqu'il pleure auprès de ses parents disant que c'est le début de la fin et sachant même que ça a été d'abord traduit comme c'est la fin. Ouais. Avant que la petite nuance nous vienne. Ces discours-là, oui, terniront d'une certaine manière l'image de la MLS comme une ligue de retraités, alors que c'est effectivement très très loin d'être le cas. Non, mais c'est logique effectivement qu'il y ait ces deux profils-là. Pour en revenir à Chicharito, c'est extraordinairement maladroit. C'est maladroit, mais je pense que c'est un gars qui a tellement une éthique de travail importante sur le terrain que, je sais pas, il y a des gars pour qui j'acceptais pas ce genre de commentaires-là. Puis Chicharito, je me dis, mais tu vas pas changer ta façon de jouer, tu vas pas lever le pied. Il a jamais levé le pied de sa vie comme joueur sur le terrain. Il a toujours eu une éthique irréprochable. Et c'est pour ça que je me dis, ouais, c'était maladroit, mais tu l'as juste échappé. T'es pas dans ta tête en train de t'en venir ici juste ramasser un chèque. Ah non, là, je suis entièrement d'accord avec toi. Et puis, il faut le reconnaître, il y a quelque chose de vrai, au fond. Oui. Hein? On reconnaît qu'il n'est plus dans la partie ascendante de sa carrière, qu'il n'a plus de marge de progression en Europe depuis déjà quand même quelques temps, et que s'il veut continuer à jouer à un bon niveau, il y a en gros effectivement cette ouverture-là qui est la MLS. Il y avait des possibilités au Mexique, il a préféré la MLS, et dans un projet qui lui va comme un gant. C'est certes vrai, mais c'est une lecture qui me dérange de voir la MLS comme une espèce de porte qui ne se referme pas, qui se referme derrière nous. Il y a comme le cas de Zlatan, par exemple. Il va à Los Angeles Galaxy, puis il se retrouve au Milan AC par la suite. Oui, il y a des circonstances atténuantes et autres, mais le fait de voir véritablement la MLS comme à partir du moment où même moi je viens de dire je descends MLS. À partir du moment où je vais en MLS, il n'y a plus possibilité de repartir dans d'autres championnats. Zlatan est quand même une exception parce qu'il y a le brand Zlatan qui vaut beaucoup plus que le joueur en tant que tel. On parlait tantôt de Sagna, peut-être que Sagna rebondirait en Turquie ou FC Nantes qui était comme l'un des clubs français qui l'a approché, mais c'est surtout une espèce de vision pour des joueurs d'un profil de voir la MLS comme effectivement une espèce de un chemin de non-retour. À partir du moment où je joue en MLS, quand il parle de début de la fin, il est possible qu'en MLS, il casse tout avec une trentaine de buts et qu'il y a un club européen qui dise, tiens, après tout, peut-être un West Ham de ce monde, qui dise, tiens, pourquoi pas lui redonner comme une pige en première ligue. Mais pour une famille, parce que je rappelle que c'est Chicharito qui parlait à son papa, qui a porté les couleurs du Mexique aussi. Yeah. Ça a été une stratégie familiale. Ils ont construit la carrière de Chicharito, puis je pense que c'était un peu ça. Le gars qui prend le téléphone pour parler à son conseiller, puis il dit, bon, regarde tout ce qu'on a accompli ici maintenant, c'est la
dernière étape à quelque part, une étape qui peut durer 5 ans, 6 ans peut-être même. C'est là où ça va être intéressant de voir, mais peut-être une conversation avec un conseiller qu'on aurait dû juste pas publier sur Internet et surtout traduire comme il faut. Non, puis il faut voir dans la réalité qu'est-ce qu'on va avoir. On va avoir le Galaxy qui, oui, effectivement, c'est un rêve total d'avoir Chicharito au Galaxy. As-tu le goût de défendre contre Chicharito? Cette année, les défenseurs qui vont l'affronter. Et puis, regarde l'émulation. Tu as le LAFC avec Vela. Mon Dieu, ça peut pas être plus beau que ça. Ça va être extraordinaire. En temps additionnel maintenant, messieurs, on passe au prochain segment. Je parlais de Jürgen Klopp qui a décidé de faire jouer les jeunes, de très jeunes en coupe. Ça fait remonter ce fameux débat à savoir c'est quoi la valeur des compétitions. Et là, je ne veux pas manquer de respect, mais on va dire des compétitions secondaires parce que si on parle de la Ligue Europa comme d'une compétition secondaire par rapport à la Ligue des champions, ben les coupes, c'est un peu la même chose d'un point de vue domestique. C'est quoi la prochaine étape? Est-ce qu'on fait carrément rouler, on laisse les clubs faire rouler leur effectif avec des équipes réserves en quelque sorte? Est-ce qu'on les arrête, ces compétitions-là? Est-ce qu'il y a encore une valeur? Est-ce que ça tient juste au réseau de télévision? On en est où avec tout ça? On en est où? D'abord, je suis un petit peu surpris de l'ampleur qu'est pris le débat. Liverpool est tenu en échec en Coupe d'Angleterre par Shrewsbury. Ouais. Donc, il y aura un deuxième match à rejouer qui aura lieu à Anfield. Ce qui n'est pas une première historique. Là. Ce qui n'est pas une première historique. Et il annonce. Parce que ce qui se passe, c'est qu'en début de saison, la Premier League a demandé à envoyer une note officielle à tous les clubs en disant, voilà, la première semaine de février, il n'y a rien de prévu au calendrier. S'il vous plaît, respectez ce vide pour donner un break aux joueurs. Et il n'y a rien de prévu. Simplement, la fédération anglaise qui chapeaute, elle, la Coupe d'Angleterre, a décidé de mettre un certain nombre de matchs, de garder, d'ouvrir cette fenêtre-là, cette semaine-là, pour jouer ces matchs à rejouer de Coupe. Ouais. Klopp arrive en disant, moi, depuis le début, j'ai vu cette semaine ouverte, j'ai dit à mes joueurs, les gars, cette semaine-là, vous êtes partis. Vous faites ce que vous voulez, on ne se voit pas, vous êtes off, vous faites, prenez des vacances, ou en tout cas vous ressourcez, n'importe. Et donc, d'un seul coup, il se retrouve avec ce match à rejouer, il dit, non, moi, donc c'est la FA qui s'est tirée dans le pied elle-même. Pas mal, ouais. Pas mal, parce que lui, il dit, bon, ben non, moi, je ne vais pas revenir sur ma parole. J'ai dit à mes joueurs qui prenaient cette semaine-là, donc pour ce match à rejouer la semaine prochaine, je mettrai des jeunes. La même chose qu'il a fait contre Aston Villa en Coupe de la Ligue, au moment où il a dû emmener un effectif à la Coupe du Monde des clubs. Je suis un peu surpris que d'un seul coup, on ait un discours différent pour quelque chose qui est sensiblement la même chose, qui est sensiblement identique, pardon. Non mais c'est vrai en fait finalement, et plus l'idée d'envoyer les jeunes, je pense la plupart des clubs font toujours une espèce de rotation où il y a toujours finalement des jeunes ou des joueurs qui sont souvent beaucoup moins utilisés lors des championnats ou de compétitions. Mais quand tu es champion d'Europe et tu mènes la Premier League, c'est facile de voir si tu mets une équipe B sur le terrain ou pas. Oui, il y en a pour qui c'est un peu plus flou. Là. C'est sûr. Mais je pense que effectivement au niveau du timing, qu'est-ce qui se passe, c'est que là il y a toutes les compétitions nationales qui sont en train de se jouer dans tous les championnats, et on assiste un petit peu à une forme d'overdose où tout d'un coup on a des Espagnols qui se retrouvent à jouer à Dubaï ou en Arabie Saoudite, genre comme je sais plus. On a des replays comme ils disent chez les Anglais. Il y a des reprises de matchs et des reprises de matchs et qui n'ont pu finir finalement, parce qu'il faut trouver des endroits dans le calendrier. Les deux Manchester qui ont joué hier le derby. Donc bref, au bout d'un moment on se dit mais c'est quoi les règles? Donc là il y a des allers-retours, là il y a des matchs qui se jouent à l'étranger, là c'est la Super Coupe, là c'est la Coupe de la Ligue, et effectivement une espèce d'overdose pour les joueurs, parce que ça fait quand même beaucoup de matchs qui amènent à une forme de réforme de ces compétitions-là. En Espagne, mais déjà c'est très intéressant, il n'y a qu'un seul match qui va se faire dans le terrain du plus petit, obligatoirement. Et déjà là, ça a donné droit à des surprises à dernière, je pense que le mot c'est la Copa. Et c'est très intéressant de voir qu'en Angleterre, je pense que les premiers débats sur le côté de la reprise, ce match qu'on fait en cas de match nul. Alors par exemple, en France, la Coupe de la Ligue a été aussi réformée. À la fin du 90 minutes de temps réglementaire, penalty.
on passe à autre chose. En Angleterre, ce match additionnel qui est donné, qui après le deuxième match, lui, va au penalty, il y a une vraie remise en question de sa nécessité. Oui, pour les droits télé, oui, très bien. Non, mais c'est historique aussi. Oui, une forme d'éthique de gagner sur le terrain. Puis c'est folklore, ça permet à Shrewsbury de faire un peu plus d'argent, par exemple, parce que là, tu as le partage des gates, puis juste, je pense que c'est... Puis les Britanniques, les Anglais sont très, très, très attachés à la cape. Je reviens, tu nous parlais il y a quelques semaines de la monarchie ou de Crown. Jean, il y a quelque chose d'institutionnel qu'on ne veut pas toucher avec les coupes en Angleterre. Le problème, c'est quand tu arrives avec un Jürgen Klopp qui dit, ben moi, vous m'aviez dit qu'on était libre cette semaine-là, et moi, j'ai la Ligue des champions et la Premier League que je peux encore gagner cette année. Oubliez ça. Moi, je dégage. Mais il y a une certaine hypocrisie. Les deux ne sont pas nécessairement incompatibles parce que Jürgen Klopp, là, il est capable de mettre pas mal n'importe quelle équipe sur le terrain contre Shrewsbury et passer au prochain tour. Oui, parce que le fameux match contre Villa ou la moyenne d'âge, on l'avait dit d'ailleurs, c'est la plus jeune équipe de Liverpool qui a jamais été alignée dans un match de compétition, ce qu'il a mis en décembre contre Villa en Coupe de la Ligue. Là, c'est la Coupe d'Angleterre. Bon, ils perdent 5-0, mais ça jouait bien. Ça jouait pas mal bien pour des 18 ans. Mais bon, il y a quand même une certaine hypocrisie derrière ça parce que je comprends, et c'est tout à fait normal qu'il y ait un débat pour conserver le côté historique, le côté clinquant et traditionnel de la Coupe. Tout à fait, ça je veux bien. Simplement, je ne pense pas que c'est le moment de l'occasion de tomber dans ce débat-là. Et je dis... si Liverpool arrive au mois d'avril et en possibilité de gagner la Ligue des Champions, ou peut-être que cette semaine de break, on en reparlera en disant et Jürgen Klopp, de toute façon, a toujours été très vocal. Chaque fois que le temps des fêtes arrive en Angleterre, il se plaît à répéter que c'est inhumain ce qu'on demande aux joueurs d'avoir des matchs à succession rapide comme on le fait. C'est quoi? C'est 4 matchs en l'espace d'une semaine. Surtout qu'un entraîneur allemand où il y a une énorme trêve du côté de la Bundesliga et qu'il n'y a aussi qu'une seule coupe aussi du côté de la Bundesliga parce que l'idée, c'est pas de supprimer la FA Cup, mais d'avoir une deuxième coupe domestique. Est-ce que c'est nécessaire? En plus, moi, je pense que la Coupe d'Angleterre, c'est quelque chose de traditionnel. C'est la plus vieille compétition, 1872. Il n'y a rien à dire. La Coupe de la Ligue, c'est une fabrication. Et c'est une fabrication pour permettre de diffuser plus de matchs. Effectivement, là, c'est totalement autre chose. Est-ce qu'en 2020, on a besoin de diffuser plus de matchs? Est-ce que c'est un besoin Non, mais attends, il y a déjà eu une grande évolution dans les calendriers. Rappelle-toi, il n'y a quand même pas non plus... si longtemps, tous les matchs étaient le samedi à 15h. Là, aujourd'hui, on joue le vendredi, le samedi, le dimanche, le lundi, le mardi même. Oui, puis le samedi, on joue à 3, maintenant 4 heures différentes. Midi 3h, 5h, 7h30. Exactement. Et le dimanche. Donc, il y a déjà, au niveau de la diffusion, on a un besoin il y a déjà mur à mur. Un besoin criant de diffuser des matchs de Coupe de la Ligue. Messieurs, avant de passer aux questions qui nous ont été posées sur Twitter dans nos sujets chauds, parlons un peu de passation de pouvoir en Europe. C'est une année un peu particulière. Hein? Plusieurs champions sont soit largués, soit à la traîne, soit dans une bataille à finir. Qu'est-ce qui vous surprend le plus? Quel championnat est le plus frappant pour vous dans ce dossier-là? Excellente question. Le plus frappant, je te dirais que ce serait sûrement l'Allemagne, où Bayern ne semble pas avoir passé une espèce de deuxième vitesse qui leur a historiquement toujours permis de remporter le championnat. On peut quand même souligner que... Est-ce qu'on devrait utiliser ça pour dire à Olivier Renard que ça existe, des années de transition? Je pense que, tu sais, quand le Bayern est en train de vivre ça, ça se pourrait que l'Impact en vive. Tu sais, juste une petite parenthèse comme ça, je ne veux pas revenir sur le dossier de l'Impact, mais c'est vrai que le Bayern, on s'attendait peut-être à un coup d'accélérateur un peu plus vite que ce qu'on voit en ce moment. Je n'aurais pas pensé qu'ils seraient encore que ce soit Dortmund, Leipzig, comme que le Bayern soit encore autant talonné
année, ils ne sont pas premiers d'ailleurs, hein, tout simplement. Il faut quand même rappeler, je pense en 2017, ils sont comme champions en mars. Bayern, c'est extraordinaire. Donc là, on voit une forme de rattrapage, une fin de cycle aussi. Ça leur permettait de se concentrer sur la coupe, ça. Être prêt à être champion au mois de mars, c'est facile. Tu garoches la bière à droite, à gauche, tradition très allemande, puis après ça, tu te concentres sur la coupe. Non, mais ce qui est fantastique en Allemagne, c'est vrai, c'est qu'il y a quoi 4, 5 clubs qui se tirent vraiment la bourre. Là. Et puis on a 2 semaines, je pense qu'à Leipzig qui est actuellement en tête, ils jouent le Bayern la semaine prochaine et Gladbach la semaine d'après ou l'inverse. Enfin, là, il y a 2-3 matchs qui viennent. Ouais, c'est extrêmement intéressant. Donc bon, le largué, c'est City. Je pense que comme c'est bon, c'est bouclé pour Liverpool. Puis après, du côté de l'Espagne et de l'Italie, c'est 2 belles courses au titre qui sont très différentes. Je pense qu'il y a ce qui est assez intéressant, c'est que on oublie, mais le Barça est dans la course au titre. Et le Barça est juste à 3 points du Real. Et ces 3 points-là, c'est un écart qu'ils ont pris ce samedi-là. Parce qu'on a l'impression que le Barça est dans une espèce de crise existentielle et qu'ils sont en dehors de la Ligue des Champions. Non, le Barça est tout à fait dans la course du titre. Et par contre, l'effet Zidane, qui a commencé de façon très très poussive sa préparation et son début de saison, commence à prendre corps et le Real est en tête. Ça tourne bien, effectivement, et ça tourne pour l'instant. On va voir ce que ça va donner quand ça va devenir sérieux là et qu'il va falloir gérer Ligue des Champions et championnat. Mais c'est vrai que pour l'instant, ça revient et ça revient d'une façon... C'était peut-être ce qui manquait lors du premier passage de Zidane, c'est la constance semaine après semaine, parce que en championnat, ça n'a pas toujours été, et c'était une grosse critique vis-à-vis de Zidane. Il y avait à l'époque la gestion de Cristiano Ronaldo aussi. C'est là où on avait commencé à le ménager un peu. Exact. Donc peut-être que ça affectait la stabilité de semaine en semaine. Cristiano Ronaldo, le doublon avec Bale, il y avait effectivement beaucoup de choses à gérer et qui empêchaient probablement le Real de jouer avec cette sérénité, disons, semaine après semaine. Là, effectivement, si tu le dis, c'est pas mal ce qu'ils font. Préparation au centre Nutrilait. Je dis ça, je dis rien. T'es le bienvenu quand tu veux, mon zizou. Monsieur Foot nous pose une question fort intéressante, les gars. Avec le retour d'Orji Okonkwo à Montréal en 2020 pour une 2e saison, lui qui est, on le rappelle, MVP, même si ça avait été une saison, selon ses propres dires, très difficile, non pas de transition, d'adaptation, parce qu'il avait dit quoi? Pendant 3 mois, c'était vraiment compliqué, c'était difficile, sans dire qu'il aimait pas ça. Tu sentais qu'il aurait peut-être pris un mal traduit. Il y aurait peut-être... Bon, on va mettre ça dans la case de Chicharito. Mais M. Foot pose une très bonne question. Est-ce que c'est Bologne qui rend service à l'Impact de Montréal ou est-ce que c'est l'Impact de Montréal qui rend service à Bologne en rapatriant Okonkwo pour une 2e saison? Une excellente question. C'est vrai que Okonkwo, à la sortie du bilan de saison que lui, il a fait, on n'a pas l'impression que... Non, c'est Wilmer Cabrera qui a fait le bilan. Mais je comprends ce que tu veux dire. Orji Okonkwo a offert ses commentaires de fin de saison. Exactement. Et on n'a pas du tout l'impression que c'était un joueur qui allait revenir à l'Impact de Montréal. On sentait une personne on savait pas s'il allait passer le bilan. Là. Orji avait une énergie catastrophique. C'était assez incroyable et effectivement, il avait la tête à Bologne. Simplement, Bologne, mais quand on regarde de plus près, c'est en 3 saisons, c'est 3 buts. C'est 27 matchs de jouer à peine. C'est pas un joueur qui semble être dans les plans de Bologne et oui, on peut comprendre de sa perspective du rêve européen de vouloir à tout prix s'imposer à Bologne, mais du côté de Bologne, on se dit il y a un joueur qui est élu, en tout cas qui est désigné joueur offensif de l'année, qui peut apporter à l'Impact de Montréal et qui n'a pas vraiment de plan dans l'espèce de Bologne qui maintenant s'installe environ dans le ventre mou de la Serie A. Gardez-le. Ouais, alors, je pense, pour répondre à la question, je pense que c'est Bologne qui rend un grand service à l'Impact, c'est sûr. Qu'ils se rendent eux-mêmes service sur le moyen terme ou sur le long terme, c'est possible aussi. Mais certains, comme ici, c'est quelqu'un qui ne rentre pas actuellement dans le profil de Bologne. En tout cas, certainement pas sur la fin de saison. Ça fait l'affaire de tout le monde. Bologne n'a pas vraiment de place pour lui. Puis ici, c'est un atout. Moi, je pense pas que c'était un MVP l'année passée. On ne reviendra pas là-dessus. Mais ça reste un atout, surtout avec la vitesse d'un gars comme ça. Genre, tu le sais, en MLS, ça peut faire des ravages. Évidemment. Mais il faut reconnaître, oui, je suis d'accord, MVP, pas, peut-être. Mais c'est une valeur ajoutée. C'est clairement une valeur ajoutée. Avec l'effectif que tu as en ce moment, surtout, et je reviens à ton commentaire en début d'émission, Sid, si tu es pour le faire jouer en attaque,
si tu es pour l'utiliser pour faire varier, même si tu es pour le faire jouer sur un côté, mais tu lui demandes de galoper encore plus parce que tu veux aller vers l'avant, puis que tu arrives à peut-être apporter une twist un peu différente, parce que moi, mon problème, c'est qu'il était tellement unidimensionnel l'année passée que c'était un gros... C'était rendu un défaut, c'était rendu beaucoup trop prévisible, mais si tu arrives à remodeler son jeu un peu... Et c'est exactement pour ça que je pense qu'il devrait plutôt évoluer au centre et non pas sur un côté où au final il bouge la voie de Broguillard et que oui, c'est très prévisible, il est puissant, etc. Mais c'est pas extraordinaire, alors que vu son sens du but, parce que c'est quelque chose que j'ai trouvé très intéressant quand il était même sur le côté droit, c'est qu'il cherchait très peu à passer. C'était vraiment un type d'ailier qui voulait déborder pour aller tirer. Et plusieurs fois, Urruti se fâchait. J'allais dire, t'aurais voulu qu'il passe à Urruti? Non, mais à un moment donné, il a été là, le clash, c'était intéressant de voir les deux. Mais je crois que de son profil, c'est vraiment... Regarde, un Justin Map, on sait que lui, il dribble et déborde pour faire la passe. Il est dans cet objectif-là. Alors que simplement, parfois, dans l'angle du corps, dans la manière de prendre ses courses, Okonkwo se dirige vers le but et je crois que ça peut être très intéressant en attaquant central. Combien de buts cette année, Okonkwo? Non, je ne me lancerai pas dans cette prévision. 10, mais si tu le fais jouer comme attaquant, il ne tire pas les pénaltys non plus. Il faut qu'il reste en santé. Si tu le mets en pointe, en plus, il va. Si tu veux parler un petit peu d'une évolution, peut-être être encore meilleur dans la finition. Ça, c'est possible que... Mais c'est un gars qui tente beaucoup, comme le disait Sid. Donc, donc l'emmener effectivement dans une position où va être pas mal plus sollicité directement, peut-être qu'effectivement, ça va être un plus ou quelque chose qui va lui permettre et au club et à l'équipe de progresser. Là, c'est un profil qui est idéal, ça, en attaque pour jouer le contre. Mais une question qui revient sans cesse, et c'en est une qu'on a notée cette semaine, est-ce que Thierry Henry a l'effectif et le temps pour installer un jeu basé sur la possession? D'abord, la question que moi j'ai envie de vous poser, est-ce que vous pensez que Thierry Henry est un gars qui veut installer un jeu de possession? C'est quoi un jeu de possession pour Thierry Henry? Parce que Arsenal, c'est vrai que ça gardait très bien le ballon, mais si Thierry Henry avait la chance entre faire une belle passe pour construire le jeu puis plonger directement vers le but adverse, ben l'option, il ne réfléchissait pas pendant une demi-seconde. C'était on va vers l'avant. Donc, pensez-vous que ça va être un jeu plus posé avec Thierry Henry ou est-ce que ça va être très positif, très direct comme jeu avec le ballon? Moi, je pense qu'effectivement, la meilleure question est celle-ci. Est-ce que c'est un type de jeu qu'il souhaite? Et je crois en filigrane que la réponse est non. Quand il parle, on voit les notions de transition rapide. C'est pas dire comme garrocher le ballon ou genre comme toujours passer en contre-attaque, mais je crois qu'on est plus dans une volonté très verticale et qu'aujourd'hui, son idée de jeu ressemblerait beaucoup plus à ce que fait un Liverpool que ce que faisait son Arsenal. Malgré que oui, genre comme il était capable de se projeter rapidement vers l'avant, mais et puis avec le profil des joueurs qu'il a, c'est certes, on est beaucoup plus orienté vers un jeu de transition plutôt qu'un jeu de possession. Non, il a pas, même on voit l'arrivée d'un Kyoto, il a pas, c'est pas encore des joueurs dont garder le ballon pour garder le ballon fait partie de leur ADN, et donc même un Piatti qui est le plus... Bon, avec Boyan, comme les plus techniques, c'est un joueur qui se projette énormément et qui, lui, dès qu'il peut chercher la rupture, le fait par réflexe. Donc, je ne crois pas du tout que... Mais même Boyan, ça n'a jamais été un manche-ballon. Hein. C'est quelqu'un qui le donne assez rapidement. Mais j'aime bien le parallèle que tu fais parce qu'il y a deux choses différentes. Possession et contrôle. Or, ce que j'ai l'impression qu'on voit, c'est que c'est plus une équipe de contrôle, qui ne veut pas dire avoir le ballon 70%, mais être capable de contrôler les choses telles qu'elles vont se passer sur le terrain, fermer des espaces, aller pas presser, être super agressif à la reconquête et rapidement pour que ça ressemble un petit peu plus au type d'organisation que Henry veut avoir. Après, on parlera du dispositif tactique, mais dans l'organisation et dans l'idée, je pense qu'on se rapproche plus de quelque chose comme ça. Est-ce que Safir Taider va s'ennuyer dans cette équipe-là? Mais je pense que effectivement, c'est parce que lui, c'est pas ça. C'est plus un jeu posé. Donne-moi le ballon, redonne-moi-le, je te le redonne, redonne-moi-le. Puis tout d'un coup, quand ça ouvre, on part. Mais j'ai le feeling, comme Jean le dit, que Thierry Henry, tout en contrôlant
en maîtrisant la possession du ballon, va vouloir aller vers l'avant beaucoup plus vite que le fait un Saphir Taider. Ouais, mais un joueur technique comme lui, et qui comprend ce qui se passe sur le terrain, c'est une porte ouverte pour progresser de façon incroyable. C'est vrai, avec une façon de faire. Mais Taider, en plein dans le mille, Olivier, moi je pense que c'est lui qui va nous donner le plus d'indications sur le projet de jeu de Thierry Henry. Tous les autres, finalement, seront sur le terrain et feront à peu près ce qu'ils faisaient. Mais ce que va faire Taider va nous dire clairement quel est le style de jeu et l'identité de Thierry Henry en termes de tactique. Très rapidement, Thierry Henry, quand on voit aux États-Unis certaines publications pour présenter les visages les plus importants des équipes, de chacune des équipes de MLS, est-ce qu'on avait choisi de mettre Nacho Piatti, puis tout d'un coup, on a eu un appel? Parce que là, c'est Thierry Henry qui se ramasse comme visage. C'était où, cette publication-là? Oui, chez Fox. Mais, non, mais c'est vrai que tu as raison que Fox... Y a-tu quelqu'un qui a levé le téléphone puis qui a dit, tu sais quoi, Nacho Piatti, mets donc quelqu'un d'autre? Mais ça aurait été une autre... mais ça aurait été une autre chaîne que Fox. Je m'explique. Je t'aurais sûrement suivi parce que Fox a un canal espagnol. Donc Fox met souvent de l'avant les joueurs... latino-américain, dont Piatti, on le voit très souvent de l'avant. Donc c'est-à-dire qu'il n'ignore pas qui est Piatti. ESPN aurait sûrement glissé dans la facilité de mettre Thierry Henry, parce que c'est une figure emblématique du foot, mais Fox, c'est vraiment pas anodin qu'ils choisissent de mettre Thierry Henry à la place de Nacho Piatti. Il y a d'autres joueurs, ils savent très bien qui est Piatti, ils savent très bien que c'est lui le visage de l'Impact de Montréal. Ils savent quelque chose? Non, mais... Encore une fois, je pose la question. C'est pas anodin non plus. Non, c'est pas anodin. Ouais, c'est vrai. Mettre Henry, c'est bizarre quand même un peu. Tu as des joueurs partout, puis tu as un entraîneur. En plus, si tu vois la pub, il est en tenue de joueur. Non, il y a un survêtement. Ça ressemble beaucoup. Ouais, tu as raison, ça ressemble à un maillot. Mais c'est plus un camouflé pour Boyan ou pour Piet qui peuvent incarner le visage de l'Impact de Montréal plutôt qu'un Thierry Henry. Pas pour Fox. Hein. On termine. Jean, je vais avoir tes commentaires. Christine Sinclair qui a finalement battu le record de Abby Wambach. C'est la joueuse qui a marqué le plus de buts en sélection nationale de tous les temps chez les dames. Et hommes. Oui, tu as tout à fait raison, parce que quand on est rendu dans ces chiffres-là, c'est hallucinant. Rendu à combien, là? 185. 185 maintenant pour Christine Sinclair. Est-ce que ça donne le signal de maintenant commencer à tourner la page davantage? Je crois que oui. Parce qu'on voulait tout faire pour que Sinclair batte ce record-là. Maintenant, est-ce qu'on a l'obligation, le plus rapidement possible, de réduire, je ne veux pas dire son temps de jeu, mais peut-être son importance dans le projet? Oui, absolument. C'est quelque chose qu'on attendait il y a 8 mois déjà quand même, à la Coupe du Monde. Ça a mis du temps à venir. Et ça a été un peu, vous me parlez d'éléphant, ça a quand même été un peu l'éléphant dans cette sélection. Le record de Sinclair, les efforts mis, ça a pris des chemins un peu bizarres. Maintenant, avec la perspective puisque là, elle a battu ce record en qualification pour les Jeux Olympiques, donc il y a la perspective des Jeux cet été. Qu'est-ce que tu fais avec Christine Sinclair? Est-ce que tu l'emmènes comme personne... quel va être son rôle avec la sélection? Parce que je la vois pas... Pardon. Je la vois pas quitter la sélection d'un coup, surtout maintenant. Surtout après les 2 dernières expériences olympiques du Canada, qui ont été extrêmement positives et où elle a été essentielle. Je la vois pas partir. Maintenant, dans quel rôle elle va rester? Joueuse à temps partiel, grande sœur au sens je vais être la numéro 22 dans l'effectif, je vais pas jouer mais je vais être là pour... Ou je vais jouer des 10 minutes dans des matchs pour permettre un certain nombre de choses. Je ne sais pas, mais je pense qu'il faut envisager peut-être sa présence, oui, encore. En quelques secondes, Sid, parce que ça, c'est pour le futur, un futur quand même rapproché. Ce qu'on retient surtout, c'est qu'elle l'a fait. Puis surtout, elle l'a fait pour battre une Américaine. Ça, c'est extraordinaire. Oui, c'est vrai. Non, tout à fait. Comme les 184 de buts de Wambach. Donc, Abby, d'ailleurs, qui a tweeté ses félicitations. Donc, non, c'est un
un accomplissement extraordinaire dans l'équipe nationale depuis l'âge de 17 ans. Puis je pense que oui, non, mais après Tokyo sera son dernier hurrah. Je crois qu'elle fera le tournoi. Il y a de grandes chances qu'elle soit même titulaire, mais que ce serait mieux peut-être pour tout le monde par la suite qu'elle annonce sa retraite. Après avoir poussé peut-être à 180. On avait dit à la Coupe du Monde que c'était le moment de le faire. Oui, mais elle n'aurait jamais quitté sans le record. Non, exactement. Voilà, c'est que c'était le moment de le faire s'il y avait ça dans la poche aussi. Ça a mis donc tout ce temps-là à venir. Mais oui, on l'avait dit à l'époque, il était temps de passer à autre chose. C'est toujours vrai. Mais il est certain qu'à 6 mois du tournoi olympique, tu ne peux pas non plus dire bye. C'est pour ça que ça viendra probablement après les Olympiques de cet été. Messieurs, merci. Très heureux de vous avoir retrouvé. Toujours un plaisir d'échanger avec vous. Merci à vous à la maison d'avoir envoyé vos questions sur Twitter. Continuez à le faire tout au long de la semaine avec le hashtag LDSF et continuez de consommer notre contenu de Loin de Sans Foot sur le rds.ca/balado-diffusion ainsi que sur les applications iHeartRadio et RDS.